Mesdames et messieurs, bonjour ou rebonjour et ravi que vous soyez si nombreux pour cette troisième conférence inspirationnelle. Une conférence inspirationnelle qui va essayer de regarder un petit peu quels sont les leviers d'action de la transformation vers une supply chain durable, responsable et décarbonée. C'est vrai que la mission de la supply chain, la mission historique de la supply chain, c'était quand même les bons produits au bon moment, au bon endroit, le pilotage des flux, tout ça évidemment que c'est le cœur de la supply, mais c'est vrai aussi que de plus en plus, il y a un certain nombre d'autres missions qui sont venues se greffer à ça, et évidemment justement sur les chantiers, alors les chantiers IA, même si l'IA là ça touche aussi beaucoup au pilotage et à la performance, mais pas seulement, les chantiers de décarbonation, les chantiers de conformité réglementaire, la gestion des risques et l'économie circulaire. C'est pour parler de tout ça, de bonnes pratiques et surtout parce que je pense qu'aujourd'hui, les directions supply chain et les responsables supply chain ne sont pas forcément formés à ce genre de problématiques au départ dans leur cursus, on va aborder ces questions, essayer de voir un peu, donner alors, des petites recettes, je ne sais pas, en tout cas des moyens d'inspiration sur ces questions-là. Pour en parler, on a avec nous Yann de Feraudy, qui est président de France Supply Chain et qui est aussi un praticien de la supply chain et notamment qui a été longtemps dans le groupe Yves Rocher, enfin le groupe Rocher, pardon. C'est pas Yves Rocher, c'est le groupe Rocher. Et puis Fabrice Bonneau, qui est associé fondateur du cabinet de conseil Argon & Co. Donc déjà, messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes prêts parce que c'est un petit entre le marathon et le sprint. On va aborder un certain nombre de sujets. Donc on va lancer peut-être le premier chapitre de cette... voilà. Le premier, c'est la décarbonation. C'est le sujet à la mode. Et là, on l'a intitulé « Étendre le scope au-delà du transport ». Peut-être déjà, Yann, est-ce que ce sujet décarbonation, c'est quelque chose que vous travaillez beaucoup au niveau de France Supply Chain ? Quelles sont aujourd'hui, quelle est la méthode qu'on peut adopter pour vraiment attaquer ce sujet dans le bon sens ? Alors oui, c'est vrai que France Supply Chain, on s'était donné comme mission la supply chain pour changer le monde. Et la supply chain pour changer le monde, c'est très lié au fait que lorsqu'on regarde la supply chain dans son ensemble, bout en bout, et on va en parler beaucoup du bout en bout, depuis les fournisseurs des fournisseurs jusqu'aux clients et retour, c'est à peu près 80% du bilan carbone d'une entreprise. Donc en fait, lorsqu'on veut parler décarbonation de l'entreprise, qu'on veut parler décarbonation de l'économie française, il faut parler décarbonation de l'industrie et de la logistique qui va avec. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On a produit ce qu'on appelle un manifeste. Je vous invite à aller le regarder sur notre site, le manifeste pour des supply chains plus durables. Il y a effectivement des choses dont on va parler, l'économie circulaire, il y a la collaboration, il y a les jobs, l'aspect social, etc. Et puis, il y a aussi tout ce qui concerne transporter et produire plus juste, parce que plus on va produire juste et plus on va décarboner. En réalité, on va avoir moins de pertes, etc. Et il y a une chose, moi, qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'au-delà de la décarbonation du transport, et c'est bien qu'on ait dit, voilà, il faut étendre au-delà du transport, parce que quand on parle de décarbonation, tout le monde dit, ah bah oui, il faut changer le mix énergétique, il faut réduire la consommation, etc. Tout ça, c'est juste, c'est-à-dire qu'il faut effectivement être plus sobre, mais il y a des leviers encore plus importants, c'est-à-dire que quand bien même je m'intéresse à ça, il faut s'intéresser à, lorsque j'étais consultant, il y a une quarantaine d'années pour Diagma, à l'époque Argon n'existait pas, sinon, bon. Mais je dois dire qu'on vendait ce qui s'appelait des études de schémas de structure de distribution physique. Et c'était finalement, à l'époque, où dois-je mettre mes entrepôts ? Ils en vendent toujours. Doit en avoir combien ? Et là, la réponse, c'était toujours Paris, Lyon, Marseille, en gros. Mais avec une localisation particulière, parce qu'il fallait des accès autoroutiers, etc. Et à l'époque, ce n'était pas aussi bien maillé qu'aujourd'hui. Mais la variable principale, c'était le coût et encore le coût.
Et puis la rapidité d'accès, comment est-ce que je vais pouvoir livrer, etc. On ne s'intéressait pas beaucoup au bilan carbone, il faut le dire tel que c'est. Et je dois dire que la dernière opération que j'ai faite avec mes camarades, d'une optimisation globale d'une structure de distribution physique mondiale, par région, Amérique, Asie, Europe, on a quand même intégré le facteur CO2 parce qu'il fallait que notre solution soit comme ça. Non, mais effectivement, je confirme. Hein, je pense que chez Argon, on ne fait plus quasiment ce qu'on appelle des schémas logistiques ou des stratégies de distribution sans prendre en compte le carbone. C'est impensable. C'est-à-dire que là où, évidemment, comme le disait Yann, on faisait des calculs que vous connaissez tous et on voyait le coût, on voyait le stock, etc. Maintenant, c'est impensable de ne pas dire c'est quoi l'impact en CO2. Et ensuite, les décisions, elles sont... j'aurais tendance à dire encore plus compliqué qu'avant, parce qu'avant, on optimisait sur un triptyque que vous connaissez tous. Hein. On optimisait sur le triptyque coût, stock, service. Maintenant, on ne parle plus de triptyque, on parle de carré, parce qu'il faut rajouter le carbone. C'était déjà antinomique. On savait déjà qu'entre le coût et le service, entre le service et le stock, tout n'allait pas forcément très bien et dans le même sens. Quand on rajoute le CO2, ça peut créer une antinomie complémentaire. On n'en avait pas forcément besoin de ça. Mais c'est effectivement très important. Alors, ce qui nous sauve, c'est que la plupart du temps, alors pas toujours, mais la plupart du temps, on peut aller dans le même sens que le coût quand même. C'est-à-dire quand on fait des schémas qui sont un peu moins coûteux, ils sont en général un peu moins gourmands en CO2. Mais par contre, ça ne va pas, par exemple, dans le sens de la vitesse, hein, évidemment, voire pas forcément dans le sens du service. En tout cas, c'est devenu un élément fondamental sur les schémas logistiques. Et après, pour reprendre ce qu'a dit Jean-Luc tout à l'heure, quand on dit la supply chain, c'était produire ce qu'il faut au bon endroit, c'est toujours vrai, et je dirais, comme tu disais tout à l'heure, c'est encore plus vrai. Parce que là, on n'a plus le droit, c'est même interdit, hein, en France c'est interdit depuis 2022, hein, on n'a plus le droit de détruire des produits non alimentaires. Donc là, on n'a plus le droit de ne pas produire les bons produits au bon moment, c'est devenu interdit carrément. Hein, et donc là, ça tire forcément tous les leviers de la supply chain. Donc là où les prévisions c'est important, c'est devenu critique, là où les gens s'en moquaient un peu des stocks, c'est plus possible parce qu'on fait de l'obsolescence, etc., etc. Mais là où on n'a plus le droit de produire qui ne sont pas au bon endroit, est-ce que même dans la largeur le type de produit, les catégories de produits, et là aussi il y a des réflexions en cours qui ont trait à la décarbonation, tu vois ça dans les missions que tu... Oui, c'est ce qui est un peu nouveau et ce qui est, en tant que gens qui viennent plutôt de la supply chain, on est plutôt content de ça. C'est que de plus en plus, la supply chain, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais est en situation de plus en plus challenger les équipes marketing, produits, etc., sur les largeurs d'offres, les tailles d'offres, avec, on le sait bien, hein, ça se comporte même pas en classe ABC, ça se comporte en classe ABCD, où vous pouvez avoir 80% des références qui font 2% du chiffre d'affaires. Et là, c'est à la supply chain de dire, vous savez, c'est pas très raisonnable de faire ça. C'est pas très raisonnable parce que c'est là que va être l'obsolescence, c'est là que vont être les destructions, etc., etc. Donc, la supply chain a cette légitimité et c'est vraiment très bien pour la décarbonation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, alors c'est dans les secteurs qui sont un peu plus B2C ou dans le luxe ou dans le fashion. Quand au départ, on lance des nouveaux produits, la supply chain aussi a son mot à dire maintenant sur c'est quoi les quantités que je vais lancer. Parce que ce n'est pas la peine de lancer trop pour détruire après. Par contre, elle a la responsabilité d'être agile pour pouvoir réapprovisionner vite. Enfin, c'est toutes les discussions qu'on voit aujourd'hui et qui sont quand même assez nouvelles. Alors tout ça n'est pas évident du tout, hein, parce que être agile, c'est aussi être rapide. Être rapide, c'est pas toujours bien pour le carbone. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'est devenu de plus en plus complexe, mais en tout cas la supply chain a encore plus d'importance qu'avant, si c'est possible. Mais concrètement, quand on va voir le marketing en disant là tes produits, là ceux-là ils vendent pas, etc. Qu'est-ce qu'on a en contrepartie à leur dire pour les convaincre, parce qu'ils vont dire mais c'est quoi ces rabat-joie de la supply? C'est juste. Moi je voudrais pas que vous repartiez en disant mais ils ont un peu fumé du belge parce que ils sont gentils, mais moi si je vais voir le marketing en disant ces références-là, tu comprends, c'est des super D, et donc on ne va pas les produire, et puis tu ne les auras pas dans son assortiment. Je pense qu'on finit la phrase dans l'ascenseur. Donc l'idée, c'est que le supply chain manager, si on lui pose la question, c'est déjà bien. Deuxième chose, il faut qu'il arrive avec des réponses et des solutions.
Et la solution, c'est pas on fabrique plus ce truc-là. Il faut effectivement venir, comme tu le disais, sur de l'agilité. Et bon, j'ai un exemple qui me vient de ma vie récente. Chez Petit Bateau, qui est dans le textile, il y a une bonne partie des références qui sont faites dans des usines qui sont au Maroc. La tradition était, le marketing se positionne à 100. Généralement, les commerciaux, pour pas être en retard sur la balle, disent 120. Et puis, de temps en temps, il s'en vend 60. Ça fait la fortune des magasins d'usines. Ça fait pas du tout la fortune des marques de textiles. Alors, on était arrivé avec une solution, supply chain pour le coup, qui consistait à dire, vous voulez vendre 100, parfait. Nous, on va fabriquer 80. Et on dit objectivement, on va faire fabriquer 80. Et on adjoint à cette décision qu'on va entraîner nos ateliers de 3, France, à la fabrication rapide des références qui vont démarrer. Or, on le sait, dans les 10 premiers jours de commercialisation, quel est le loss maker ou quelle est la super référence qui démarre. Et à ce moment-là, démarrer une fabrication complètement locale, donc faible coût carbone, et mise à disposition très rapidement, dans les 15 jours, en fait, du reliquat pour compléter les commandes à hauteur de 100, 110, 120. Ok. Si on veut garder le rythme, oui. Bon, il y a des choses qu'on aurait pu aborder. Je pense que notamment l'approche collaborative sur la décarbonation. Là, je sais que par exemple la France Supply Chain sur la partie transport vélique, vous êtes fait regrouper en fait, ensemble. C'est ce qu'on peut appeler aussi la mutualisation, d'accord. Voilà, essayer de trouver des. Il y a de la mutualisation, le travail collaboratif. En un mot, la solution en général est en dehors du périmètre des contraintes, c'est-à-dire qu'elle est très souvent peu accessible à un acteur tout seul. Et par conséquent, faire appel d'ailleurs à un tiers, un ami prestataire logistique qui va mutualiser dans ses entrepôts des stocks multiples de donneurs d'ordre, mais qui vont tous au même endroit. Dans la grande distribution, c'est très souvent le cas. Et donc, qui va organiser la mutualisation du transport au bénéfice de tous. Moins de camions sur la route, mieux remplis. Et donc, un bilan CO2, un bilan économique meilleur. Et juste une toute petite chose sur la partie d'incentiver la supply sur des sujets de décarbonation. Est-ce que dans les missions d'Argon & Co, par exemple, tu as déjà travaillé sur ce type de changer les indicateurs, les objectifs? Comment on peut faire on en parlera tout à l'heure quand on va parler de la CSRD, mais pour incentiver la supply chain et de manière générale les opérations, il faut commencer par mesurer. Et mesurer et se donner des objectifs un peu précis et concrets, et c'est pas si simple que ça. Mais effectivement, c'est dans l'idée du carré où on rajoute au coût stock service le carbone, et où on savait que les gens de la supply chain, ils étaient incentivés sur les 3 premiers critères, on sait bien, hein, ils sont incentivés sur les 3 premiers critères. On commence effectivement à voir des gens aussi qui vont être incentivés sur le carbone, pour peu qu'on soit capable de le mesurer un peu précisément, parce que quand les bonus sont en cause, il faut quand même savoir mesurer proprement. Hein, ouais. Et de toutes les façons, on voit bien hein, dans les grandes entreprises françaises, donc les autorités de marché, finalement imposent la soft law, hein, les codes des entreprises, imposent que le management est quelque chose comme parfois jusqu'à 20% selon les directives, mais en gros disent il faut que le management ait une incentive sur des plans de décarbonation et ESG en général. Voilà, et on va en reparler après. Ok, on va passer au chapitre 2, parce qu'il y a 5 chapitres. Chapitre 2, économie circulaire. Alors, on a mis tout est à repenser, mais bon, c'est vrai que du coup, le sujet est très vaste. Mais c'est vrai aussi que ça explique la grande question, c'est par où commencer. On voit qu'il y a un certain nombre il y a déjà des groupes Michelin qui connaissent déjà bien ce sujet-là. Bon, ils ont déjà bien avancé là-dessus, mais avant même qu'on parle d'économie circulaire, j'allais dire. Mais comment essayer de trouver le bon angle d'attaque sur ce sujet en supply chain? Parce que là, on parle de supply chain adaptée à l'économie circulaire.
Alors, sur l'économie circulaire, il faut voir un truc, hein, c'est qu'il y a tout effectivement à repenser, puisqu'on a depuis des années, moi je fais partie d'une génération qui a fait toute sa vie professionnelle à optimiser une supply chain verticale. D'accord ? Je source, je transforme, je stocke, je distribue et je jette. Bon, aujourd'hui, on est dans un paradigme qui est un peu différent parce qu'on voit qu'on touche les limites. On voit qu'on touche les limites planétaires, on voit qu'on touche les limites de certaines matières premières. Et donc, il y a beaucoup de choses à repenser. Et c'est la supply chain qu'il va falloir mettre en place, que dis-je, les supply chains, qu'il va falloir mettre en place. Parce qu'évidemment, si je récupère des informations, je récupère un bien quelconque, je dois le trier, et si je veux récupérer le cuivre, dont on va manquer dans quelques années, on a plutôt intérêt à faire de la récupération, du sorting, et puis ensuite, on va bénéficier de cette matière réutilisable. Sauf qu'entre-temps, on a été la chercher à un endroit, et il faut la mettre à un autre endroit où elle va être triée, exploitée, etc. Si on est à traverser la France ou à traverser l'Europe, on n'a pas de business model. C'est la fameuse histoire de nos amis de chez Michelin. Oui, et effectivement, là où la supply chain a un rôle encore plus important à jouer que dans l'économie linéaire, c'est que quand tu disais le point d'entrée, toutes les boîtes réfléchissent à des nouveaux business models. On le voit, enfin des business models autour de l'usage, de la disponibilité produit. On ne vend plus un produit, un service, etc. Et donc on s'engage, on voit Dartimax, on voit Seb qui fait ça, etc. Donc ça, c'est des nouveaux business models. Le point quand même, c'est que ces business models, on ne les maîtrise pas complètement. Et surtout, comme disait Yann, l'opérabilité de ces business et leur coût réel, il n'est pas du tout simple. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans des situations où, parce qu'on n'a pas bien vu ce que coûtait une collecte, le coût que ça engendrait de faire ces tris, de vérifier, de faire des opérations qui sont incertaines, le coût des stocks, où c'est des stocks à très faible rotation en général par construction, etc. On peut très bien se retrouver avec des business models qui ne tiennent pas la route du tout, ou du costing qui est mal fait, ou une offre de service qui n'est pas bien faite. En tout cas, la supply chain a un rôle absolument déterminant là-dedans. Et pour ceux qui ont fait de la supply chain, qui ont la chance de faire de la supply chain depuis longtemps, on sait que les modèles, c'est pas nouveau l'économie circulaire en termes de supply chain, au sens où on a déjà tous fait un peu du MRO, de la réparation, etc. Et on sait bien que c'est la supply chain la plus complexe qui existe. C'est ce qu'on adore d'ailleurs, parce que c'est très difficile. Mais on sait que c'est là que sont les difficultés, les flux retours, c'est un cauchemar, etc., etc. Les prévisions, c'est un cauchemar. Donc la supply chain, là, son rôle va être déterminant, sachant que moi, je suis absolument convaincu que des produits qu'on ne réparait pas il y a quelques années, on va devoir les réparer, avec aussi un sujet qui est très complexe, c'est quoi le schéma industriel qu'on met derrière ? Parce que est-ce qu'on répare localement avec tout ce que ça implique, mais où est-ce qu'on répare pour essayer d'industrialiser la réparation ? Mais alors là, on va avoir des coûts de transport prohibitifs. Enfin, tout est devant nous dans la réflexion, c'est absolument passionnant. Mais ça veut dire modéliser, trouver des nouvelles méthodes, etc., en s'inspirant de ce qu'on fait déjà depuis un certain temps dans les sujets de réparation, de MRO, etc. Enfin, tout le monde ne fait pas de la MRO, donc là en fait, c'est s'inspirer. Donc là, tu en as pas parlé, mais finalement, c'est aussi un des sujets de réflexion de la chaire des ponts à laquelle tu participes. Michelin. Oui, c'est ça. J'ai effectivement la chance, par ailleurs, d'être président de la chaire des ponts où il y a Michelin, Renault, Decathlon et Louis Vuitton. Et on verra d'autres sujets, la gestion des risques tout à l'heure, mais l'économie circulaire est un des gros sujets. Et chacun des acteurs, d'ailleurs, je ne veux pas leur faire de pub, mais effectivement, chacun des acteurs a fait des choses extrêmement intéressantes. Renault a fait la Refactory de Flins, dont tout le monde a entendu parler, je pense, qui est extraordinaire. Le rechappage de Michelin existe depuis des années. Et avec des sujets de cette complexité-là, la collecte des pneus, des carcasses, etc. Et c'est pas facile de faire un pneu rechappé qui soit même concurrentiel avec des pneus qui sont low cost, etc. Ouais. Decathlon est à la pointe, Vuitton réfléchit à tout le SAV, etc. Donc c'est au cœur des sujets de la chaire des ponts, effectivement. Et c'est pour ça que nous, sur France Supply Chain, en fait, on a créé des ateliers de réflexion autour de la supply chain circulaire, justement pour partager, c'est-à-dire pour collaborer et que les acteurs qui sont à peu près les mêmes, et plus d'autres, puissent en fait partager leur expérience et puis qu'on en tire des bonnes leçons peut avoir des éléments pour avancer déjà chez eux.
Ok, juste une petite question, un petit peu comme tout à l'heure, sur les relations avec d'autres directions. Là, justement, est-ce que c'est important de discuter encore plus étroitement avec le marketing, avec les ventes, ce qui est déjà le cas, hein, ça, en c'est supply, sûr. mais... Quand on réfléchit à des offres de services dans une économie linéaire, tout le monde sait que quand on se dit est-ce que je veux faire du J+2, du J+3, est-ce que je veux faire, etc., il faut mettre le commercial, le marketing et la supply chain autour de la table. Mais alors là, c'est puissance 10, hein, parce que vu la complexité des offres de services qu'on peut proposer et surtout leur impact sur les opérations, ce que ça peut impliquer qu'on n'a pas bien mesuré, si vous ne mettez pas les opérations en général et la supply chain autour de la table, le risque clair, c'est que vous proposiez des choses qui soient ou inopérables ou absolument mal chiffrées et que vous allez perdre de l'argent très clairement parce que vous n'avez pas tout mesuré, ou même alors positivement, vous allez peut-être passer à côté d'idées que la supply chain a, parce qu'elle a une vision transverse qui dit moi ça je pourrais le faire facilement, etc., etc. Donc la collaboration là, elle est encore plus importante que dans l'économie linéaire. Pas chacun dans son coin, mais on travaille. Et on voit bien collectif. que comme on a identifié que par exemple un des énormes goulets d'étranglement, c'est la collecte des articles pour les recycler, pour les upscaler, etc. Là, on a besoin de parler aussi à des commerciaux. Hein. Encore une fois, même exemple, hein, des vêtements d'occasion, des petits bodys pour des bébés de 3 mois qui vont mettre à peu près peut-être 1 mois dans leur existence, pour des produits qui ont été testés machin, pour 128 lavages, sans dégradation, etc. C'est quand même emmerdant. Soit on a une grande famille, soit on va mettre le truc au rebut. Donc la proposition, c'est ramenez-le nous, tri dans les magasins, qualité 1, très bien, qualité 2, moins bien, et qualité 3, effectivement, à détricoter, etc. Bon, et dans les 2 premiers cas, c'est bon d'achat, Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris langue avec les réseaux commerciaux, avec la direction des magasins, pour que tout ça soit possible et que ça revienne, le cas échéant, dans le back-office. Ok, on passe au chapitre 3. Donc chapitre 3, la conformité réglementaire. Ah oui, non mais je regarde la montre. Hein. Conformité réglementaire, une contrainte, mais aussi un levier de transformation. C'est bien, il faut positiver. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, là, vous validez le fait que cette conformité réglementaire, elle s'est vraiment introduite dans la direction supply chain de manière spectaculaire ces dernières années, et comment on fait face à ça, et surtout, comment on le digère? Alors on va d'abord affronter frontalement, c'est le cas de le dire, le gros mot, la CSRD. Puisque en fait c'est le gros sujet pour les années à venir, pour l'ensemble des directions supply chain, les entreprises. C'est pour ceux qui sont soumis. Alors il faut faire un tout petit peu de dédramatisation et de simplification. Comme ça on va pouvoir aborder sainement le sujet. Premièrement, c'est un sujet qui vient de la volonté de l'Europe d'être un territoire bas carbone d'ici 2050. D'accord ? Donc il y a après, comment est-ce qu'on va y arriver ? Alors on va flécher les investissements, pour pouvoir aider les entreprises qui sont les plus vertueuses. Pour ce faire, un référentiel pour pouvoir se comparer. De la même façon qu'on compare les bilans des entreprises, de la même façon on va pouvoir comparer de façon assez objective la performance ESG des entreprises et en particulier environnementale, au travers des fameux standards de la CSRD, les fameux standards de sustainability, donc, qui ont été imaginés par l'Europe. Ça n'est pas débile. En gros, il y a un truc qui est général sur la politique d'entreprise, un autre sur la gouvernance, et ensuite, il y a 9 standards. Il y en a 5 du côté social, il y en a 4 du côté environnemental. Du côté environnemental, en fait, vous avez l'impact sur le climat, ça c'était attendu, c'est normal, l'impact sur la pollution, l'impact sur le cycle de l'eau, l'impact sur la biodiversité et l'économie circulaire dont on vient de parler. Sur la partie sociale, 4 éléments, mes salariés, les salariés tout au long de la chaîne, les communautés affectées et les clients. Vous voyez que quand vous regardez ça et qu'on vous demande de dire double matérialité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un impact financier pour vous de la nature et des effets du climat, de la distorsion climatique, etc., les effets sur l'eau, est-ce que vous avez vous-même un effet plus ou moins négatif, et à chaque fois en disant est-ce qu'il y a un risque
Est-ce qu'il y a un impact? Est-ce qu'il y a une opportunité? À chaque fois que ça se croise, il y a reporting. S'il n'y a pas de croisement, il n'y a pas de reporting. Donc déjà, on se simplifie un peu la vie et on ne parle pas des 1160 data points, etc. Donc je dis, il n'y a pas que des chiffres, il y a aussi beaucoup de narratifs. Donc il y a comment je fais les choses, quel est l'impact. Moi, j'ai lu les premiers rapports là, qui sont en train de sortir. C'est très intéressant parce qu'il y a de la donnée, mais il y a aussi beaucoup de narratifs. Donc c'est très intéressant parce que c'est normé. Il y a des items, puis des sous-items, etc. Et donc là, le risque, en fait, c'est de considérer que ça n'est que de la conformité. Vous mettez ça dans les bras de la direction de la conformité et ils vont enquiquiner tout le monde, pour rester poli, pour dire ben moi, il faut que je sorte mon rapport là l'année prochaine et donc je voudrais bien des données, je voudrais bien des trucs. Or, ceux qui savent sont ceux qui font. Et d'autre part, ça doit être un levier de changement, puisqu'en fait, c'est fait pour nous conduire en 2050 à être plus bas carbone. Et finalement, est-ce que c'est idiot de regarder quel impact, quelle opportunité, quel risque il y a dans les items que je viens de soulever? Mais j'ai envie de dire, presque tout le monde le fait. Ce qui est difficile, c'est de mettre le coup de collier aujourd'hui pour se mettre dans les rubriques, etc. C'est pas de dire oh bah non, je vais casser le thermomètre parce que ça ne m'intéresse pas, ça va consommer trop de temps de produire ça. Ça ne va pas nous guérir hein, de casser le thermomètre. Mais Fabrice, donc là c'est se constituer une espèce de feuille de route à partir de ce type de reporting. Quel est le rôle de la supply là-dedans? Est-ce qu'on peut... Le rôle de la supply, enfin c'est plutôt, est-ce que c'est le rôle de la supply? Mais c'est effectivement, moi je rejoins parfaitement ce que dit Yann. C'est effectivement, tant qu'il n'y a pas la prise de température, des objectifs clairs, qu'on n'a pas une exigence de précision et de fiabilité, on a du mal à faire bouger les gens. Et ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que les projets avec des objectifs de sustainability clairs, il y en a beaucoup plus qu'avant, mais on espère de ça une forte accélération, forcément. C'est-à-dire, on le voit, nous, comme une opportunité à enfin mettre ces sujets-là au premier plan et dans les objectifs clairs des directions générales, parce que c'est elles qui vont impulser ça. Et ensuite, évidemment, des directions supply chain. Alors après, le rôle de la supply chain là-dedans, il est un peu comme sur deux choses, comme d'habitude. Souvent, la supply chain, elle est quand même au cœur de la mesure. On l'a dit tout à l'heure, c'est 80% des émissions, c'est les opérations. Donc la supply chain, on va lui demander de mesurer encore plus précisément qu'avant et de manière plus fiable et plus précise et de manière plus transparente. D'ailleurs, tous les projets autour du tracking, du tracing et tout ça, normalement, devrait être accéléré parce que ça génère de la transparence, ça génère des données dont on a besoin, etc. Donc, il y a ce sujet déjà de mesure où la supply chain est au cœur du sujet. Et ça, il faut vous attendre dans les mois, les années qui viennent, à devoir mesurer de manière encore plus fiable, etc. Et ce n'est pas si simple que ça, hein, parce que autant la mesure des coûts, on a un peu l'habitude, mais quand, après l'euro, maintenant c'est du carbone, je prenais l'exemple l'autre jour du lait de vache, suivant l'endroit où le lait il vient, il y a des facteurs 2, 3 dans l'impact du lait sur le CO2. Et ça, on ne peut plus se contenter d'un ordre de grandeur. Les violons. Ouais. C'est plus possible. Donc il y a ce premier levier-là qui est important. Et le deuxième levier, le deuxième rôle de la supply chain, c'est que c'est elle qui va avoir beaucoup de leviers pour progresser. Donc, et ça revient au sujet tout à l'heure de la décarbonation. Donc moi, je trouve que pour la supply chain, c'est effectivement une formidable opportunité. Une difficulté, parce qu'il y a un niveau d'exigence, mais une formidable opportunité pour encore aller, je dirais, avoir les budgets pour, les moyens pour effectivement progresser. Et si on regarde un cran au-delà, d'ici 2 ans, il y a une autre réglementation, là, c'est la CS3D. Là, on introduit la notion... Sans doute, elle l'était déjà un peu, mais de la notion de risque et surtout de responsabilité vis-à-vis du risque. Parce que c'est due diligence. Voilà, due diligence. Et donc, c'est devoir de vigilance. C'est un truc quand même qu'on connaît bien en France depuis 2017. Hein. Oui. Donc, est-ce que ça change? Est-ce que ça va changer fondamentalement l'approche ou la manière de voir les choses pour la direction supply chain? Moi, je pense que ce qui change, c'est déjà que le nombre d'entreprises concernées va être considérablement augmenté parce que la loi Sapin, c'est, si je me souviens bien, 5000 salariés, alors que la CS3D, c'est 3000 salariés.
D'accord, donc ça concerne déjà beaucoup plus de monde. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue réputationnel, parce que là, on va bien être sur les critères, d'ailleurs, de la CSRD environnementaux, et enfin plutôt sociaux, qui sont les travailleurs dans la supply chain, toute votre supply chain, amont et aval. Et lorsqu'on va chercher effectivement des biens, des services lointains, il y a fort à parier qu'il y ait éventuellement des soucis avec travail des enfants, avec respect des normes environnementales, etc. Donc là encore, il y a des choses à dire d'un point de vue supply chain, c'est-à-dire est-ce que je suis déjà en maîtrise de ma supply chain et de l'ensemble de ses composants, c'est-à-dire les fournisseurs de rang 1 à N. Et là, généralement, il y a quand même du travail. Il va falloir bosser avec les achats. Et il va falloir... Quelquefois, c'est des frictions, mais là, il va falloir apaiser les frictions. Alors. Et on peut s'aider de la technologie pour nous aider à y voir beaucoup plus clair dans l'ensemble du portefeuille fournisseur et partager des données. On en reparlera certainement, pour être capable de cesser de faire sans arrêt des audits et des audits et des audits, d'être capable de dire au sein d'associations, au sein de regroupements d'entreprises, de dire moi j'ai été voir un tel, ok, celui-là c'est clair, tu peux y aller. Et parce que très souvent il ne faut pas se contenter de déclaratifs. Il faut aller sur place, il faut aller regarder. Et il y a un truc très simple qui consiste à dire quels sont les pays qui sont à risque de alors bribery comme on dit en anglais, mais tout ce qui est effectivement problématique financière, problématique de corruption, problématique de respect des droits humains, etc., ou de l'environnement. Et puis un deuxième axe, c'est les process qui sont à risque. Est-ce que c'est des process le tissage, on sait bien que les petites mains sont bienvenues. Il fut un temps où, dans le tri du verre, par exemple, c'était pareil. À la sortie des fours, là, aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup d'intelligence artificielle et donc c'est assez facile de repérer les panoplies de défaut. Il reste qu'à la croisée de pays à risque, process à risque, moi, je conseille d'aller voir soi-même. Alors que si je suis dans un pays qui est à faible risque, avec des process plus ou moins bien maîtrisés, on peut envoyer de l'audit, on peut se contenter de déclaratifs, on peut se contenter des certificats EcoVadis, par exemple. La bonne nouvelle quand même, c'est que le Covid a aidé à ça, parce que déjà avant le Covid, on se rendait compte que la plupart des industriels, même les gros industriels, ne connaissaient même pas leurs fournisseurs de rang après 2 ou 3. C'est-à-dire que non seulement ils n'étaient pas allés les voir, mais ils ne savaient même pas qui c'était. Enfin, il faut voir le pas qui a été franchi après le Covid. Et le Covid a fait que, comme il y a des choses qui se sont arrêtées à cause de fournisseurs de rang 3-4, les grandes entreprises ont mappé et ont fait un effort considérable sur le réseau des fournisseurs. Et j'imagine que vous avez fait ça aussi. Et c'est quand même le premier pas. Ça, on va en parler. On a déjà commencé à un petit peu en parler sur le côté gestion des risques. Alors ça, merci Elori. Franchement, les requins, je pense que c'est exactement ça, la gestion des risques. On identifie quand même qu'il y a des risques autour de la barque. Donc un changement de braquet depuis le Covid, c'était ce que tu commençais à aborder. Oui, c'est clair. Et c'est vrai que nous, en tant que consultants, avant le Covid, on n'avait quasiment aucune demande sur ce sujet des directions supply chain. Et les patrons supply chain nous en parlaient assez peu. Alors que maintenant, quand on discute avec eux, ils disent « c'est la première chose que me demande mon DG ». La première chose que me demande mon DG, c'est « est-ce que ma supply chain est à risque ?» Alors, c'est quand même, quand on a une question comme ça, c'est quand même la poule qui a trouvé un couteau. Parce que est-ce que ma supply chain est à risque? De quoi on parle? Et c'est vrai que si on veut traiter ce sujet de manière complètement exhaustive, il semble complètement inaccessible. Donc, effectivement, il faut déjà... Alors, on parlait de la chaire des ponts tout à l'heure. C'est un sujet qu'on est en train de regarder de manière approfondie, avec une dimension recherche, une dimension partage, etc. Parce que tout le monde se dit comment on va traiter ces sujets. Et la première réflexion qu'on a, c'est qu'il faut quand même circonscrire un peu les sujets. Parce que traiter les risques de manière générale, il y a des risques de nature très différentes, évidemment. Il y a les risques climatiques, les risques géopolitiques, les risques sociétaux, etc. Donc il faut déjà un peu les différencier. Et puis après, il ne faut pas vouloir adresser tout non plus. Donc il y a des sujets extrêmement précis. Par exemple, je veux construire un site à un endroit donné. Donc, il y a des méthodes qu'on peut appliquer d'autres secteurs. Le nucléaire fait ça depuis longtemps. Enfin, beaucoup de secteurs font des méthodes de gestion des risques
Quand on veut construire un site à un endroit donné, il y a des méthodologies, il y a des choses qu'il faut regarder. Il faut effectivement s'adjoindre maintenant des experts du climat. Tu l'as dit, certains pays à risque, etc. Mais il y a le sujet de nouveaux sites qui sont industriels ou logistiques. Ça, c'est un sujet en tant que tel. Et ensuite, il y a le sujet des routes. Est-ce que les routes sont à risque? Ça, alors là, vous avez vu que dans les dernières années, certaines routes étaient quand même à risque. Et donc, ça, c'est un sujet aussi qu'on peut circonscrire et traiter de manière un peu précise. Après, il y a les risques cyber qui concernent tout le monde, il y a les risques sociétaux dont tu as déjà parlé, effectivement. Mais vraiment, la gestion des risques, il faut être capable de la segmenter, de la différencier, de l'appliquer sur des sujets bien précis, effectivement. Et ensuite, il y a un point intéressant. Alors, j'ai vu que sur le salon, il y avait des gens qui proposaient ça, donc c'est intéressant. C'est aussi utiliser l'IA pour être un peu à l'écoute de signaux faibles qui dit tiens, là, il y a quelque chose qui écoute et qui dit qu'il est en train de se passer des choses dans ces pays où il y a des fournisseurs, etc. Il faut peut-être être vigilant. Donc, faire des tableaux de bord qui regardent ça, bon, c'est très prospectif. Et enfin, pour discuter avec les industriels de la chair, alors vous allez dire, ce n'est pas une très bonne conclusion, mais ils disent, gérer les risques, c'est tellement compliqué qu'on sait que de toute façon, il va y avoir de plus en plus de crises. Même si on les anticipe, il va y avoir de plus en plus de crises. Là où on avait 2 crises majeures par an ou une crise majeure par an, là, on est dans des rythmes qui sont absolument effrénés. On a vu l'Espagne il n'y a pas longtemps, etc., etc. Et donc, il faut vraiment industrialiser sa gestion de crise. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre des process. Ça doit devenir une entité qui est opérationnelle, qu'on sait activer, qui a des process, qui a des spécialistes, qui a des experts. C'est plus une cellule de crise. Alors, c'est pas une cellule de crise, malheureusement. C'est plus du curatif que du préventif. Mais ce sujet-là, il est beaucoup discuté dans les industries en ce moment. C'est vrai, c'est d'ailleurs pour ça que nous, c'est connu par ceux qui se sont intéressés à France Supply Chain, on a des labs qui produisent en fait des rapports, etc. Puis on a aussi des communautés, et des communautés qu'on regroupe par affinité et sujet. Et on a une communauté des risques qui est née en fait il y a à peu près 18 mois et qui s'intéresse à ça. Et en fait, ce sont des gens qui, alors soit qui sont des risk managers. Alors c'est assez intéressant parce que moi je me souviens qu'au tout début du Covid, le risk manager du groupe où je travaillais m'appelle et me dit ah ben maintenant tu vas me prendre plus au sérieux quand je viens t'interroger sur la matrice des risques. C'est vrai parce que je le tensais un peu parce que je trouvais qu'on était parfois trop dans, pas toujours, hein, mais parfois un peu dans la conformité. Il faut produire une matrice de risque. Alors je te réponds et puis je te mets le risque là. Là maintenant, les choses sont prises de façon beaucoup plus sérieuse parce qu'on sait que ça arrive. Beaucoup plus concret, oui. On sait que ça arrive. Et on sait que ça arrive comme les emmerdes en escadrille et qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus de façon même empilée. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini une crise, qu'il y en a déjà une autre. Et on sait que ça, ce sont des choses qui vont arriver de plus en plus souvent. C'est-à-dire que les événements climatiques, on sait que ces événements climatiques, d'ailleurs inconnus dans un certain nombre de cas, vont se répéter à un rythme plus fréquent. Et donc, il faut aussi, quand je sais ce qui va m'arriver, mais je ne sais pas quand, je peux essayer d'anticiper. Quand je sais pas ce qui va m'arriver et je sais pas trop quand, je peux faire des scénarios en fait. Je peux dire s'il arrive tel type de choses, alors on va faire ceci et cela. Et il y a des gens qui sont très entraînés à ça parce que c'est leur métier, qui sont les militaires. Et les armées en général savent très bien à la fois réagir et simuler, voire scénariser des jeux de situation. C'était le sujet de la première conférence inspirationnelle. Hein. Il y a Pierre Canal qui est là, le contre-amiral, qui nous en a parlé d'ailleurs. Donc c'est pour ça, c'est bien, ça rejoint, ça rejoint le sujet. Est-ce que, toujours sur ce côté gestion des risques et des scénarios, est-ce que c'est une nouvelle manière d'aborder la supply? Est-ce que par exemple dans le SNOP, on va inclure ce côté risque, ce qui n'était pas forcément le cas avant, c'était plutôt sur la partie opérationnelle, ou bien comment on va adapter les process à ça dans la planification? Honnêtement, alors le SNOP, c'est le process de la supply chain qui manipule le plus de scénarios, oui, en théorie.
en pratique aujourd'hui, c'est déjà suffisamment complexe de faire des scénarios de demande, etc. Et dire dans la SNOP, dans les 18 mois qui viennent, et si alors, etc. Bon, c'est quand même, pour l'instant, on ne le voit pas trop. Alors moi, j'ai une expérience qui date d'une dizaine d'années chez un acteur du luxe le lendemain de Fukushima. Mais le risque était avéré, mais l'impact que ça allait avoir n'était pas avéré. Donc il y a eu Fukushima et on s'est dit, mais ça va être quoi l'impact sur le business de Fukushima et il y a eu des scénarios qui ont été faits très vite. Donc, et ça s'est fait dans le cadre du SNOP. Parce que le SNOP avait les outils et les moyens de faire des scénarios, qui est de dire, bah, si la baisse de la demande s'étend, le Japon était un pays qui comptait beaucoup pour cet acteur. Ouais, si la baisse s'étend, bah, on va faire ça. Et on a fait les scénarios. Il se trouve que c'est le scénario le plus optimiste qui s'est déroulé. Bon, voilà. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est le SNOP qui a porté le sujet. Parce que c'est le SNOP, finalement, qui est le process qui sait faire ça. En fait, qui sait projeter, qui sait faire des scénarios, qui a un niveau relativement macro pour l'opérer un peu vite. Donc oui, pour l'instant, on ne peut pas dire... Enfin, moi, je n'ai pas vu des gens qui systématiquement regardent les risques de cette nature dans le SNOP pour l'instant. Moi, je pense qu'il y a un truc qu'il faut rappeler quand même pour garder la pêche. C'est que les risques sont là. Mais c'est en prenant des risques aussi qu'on gagne de l'argent et qu'on a des résultats. Le zéro risque, ça n'existe pas. Et chercher le zéro risque, ça coûte très cher. Donc il faut accepter aussi une part de risque et une part d'imprévu, travailler son agilité, travailler sa réactivité. Ok, et on va passer au chapitre final. Donc alors, évidemment, on va pas, là, il nous reste 5 minutes, on n'aura pas assez de temps pour traiter toute la potentialité. Vous avez entendu parler de l'IA quand même, surtout dans ce salon, on en entend parler à tous les coins de stand et dans toutes les conférences. Là, on va parler de l'IA simplement sur les promesses vraiment sous l'angle, justement, durabilité, décarbonation, supply chain responsable. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? On a un petit peu parlé pour les risques, mais est-ce qu'on a vraiment quelque chose une révolution qui nous attend dans ce domaine-là? Et surtout, après, voir aussi un petit peu comment on va, au sein de la supply chain, le facteur humain de tout ça, parce que c'est quand même pas évident. Sur l'IA, déjà, une petite intro. Quand on parle d'IA, c'est assez large. Donc, ce qu'on a vu sur la supply chain depuis quelques années, qui est relativement mature maintenant, c'est l'IA, on va dire le machine learning un peu quantitatif, relativement, qui est devenu, quand je dis classique, on parle de choses qui ont 4 ou 5 ans, hein, mais relativement classique. Et on voit, quand vous vous promenez dans les stands, le nombre de sociétés qui proposent de l'IA pour faire des prévisions, qui est le cas d'usage, évidemment, emblématique de l'intelligence artificielle, le premier qui a été développé en supply chain. Et donc qui apporte, et qui maintenant est relativement mature. Hein. On a plein partout de l'IA qui est faite voilà, à la place de choses qui étaient un peu anciennes, statistiques, etc., et qui marchent plutôt bien. Donc ça, c'est un levier important sur la qualité de la preuve. Donc la qualité de la preuve, ça va toujours dans le bon sens. Après, ce qui est arrivé depuis 2-3 ans maintenant, c'est l'IA générative, qui est différente, qui utilise les mêmes fonds scientifiques, mais qui est très différente, et là qui apporte plutôt des fonctionnalités d'assistant, c'est-à-dire des choses qui vont travailler sur des données non structurées et qui vont permettre de faire des choses ou plus rapidement, ou mieux, ou plus approfondies, et qui vont aider les différentes fonctions supply chain. Ou de répondre à des questions simples. Voilà, et de répondre à des questions simples en allant taper des données en grande quantité qu'on est incapable d'exploiter, etc., etc. Donc c'est deux choses un peu différentes. Et sur ce sujet, ben, on raisonne par cas d'usage. Hein. Donc nous, on a beaucoup réfléchi chez Argon, on appelle ça Supply Chain Copilot, mais on a effectivement essayé de détecter les fournisseurs qui vont être en retard, on a essayé de faire aussi des choses pour préparer le SNOP plus rapidement. Donc en fait, c'est vraiment des assistants qui vont amener de l'efficacité, de la productivité, et ce qu'on peut raisonnablement espérer avec ça, et on le voit déjà, c'est que les fonctions appro, les fonctions supply se concentrent vers des choses qui sont à plus valeur ajoutée, plus de décisions. On voit que la supply chain est de plus en plus complexe. Donc s'il y a des assistants qui font des choses dont ils peuvent se passer parce que ce n'est pas très à valeur ajoutée, ou qui amènent des infos qu'ils n'avaient pas avant, ou qui préparent des réunions, on sait que les réunions SNOP, c'est un cauchemar à préparer, on change des scénarios, etc.
Et donc tout ça, on peut avoir de l'IA qui prépare tout ça beaucoup plus vite, on peut faire des SNOP plus réactifs, etc. etc. C'est ça qu'on voit aujourd'hui en première intention sur l'IA générative. Est-ce qu'en deuxième intention, on aura des automatisations beaucoup plus fortes avec des impacts beaucoup plus massifs sur les populations supply chain? Pour l'instant, je ne sais pas répondre à cette question. Et bien m'en garde parce que voilà, tout ce qu'on a pu dire il y a 10 ans s'avère plus ou moins faux maintenant, donc je ne prendrai aucun risque effectivement sur ce sujet. Ok, et Yann, vous, chez France Supply Chain, Alors, vous avez fait des labs là-dessus. On a un lab qui s'appelle Digital et Technologie, puisque la technologie est quand même partout dans les opérations, que ce soit dans les usines, dans les entrepôts ou dans les camions. Donc on s'est intéressé à ça. Bien sûr, eux, dans les labs, en fait, ils ont maintenant pris l'habitude d'ailleurs de s'appliquer la propre médecine de l'IT, c'est-à-dire ils travaillent en sprint, ils font de la méthode agile et du coup, ça délivre de plus en plus de choses et de plus en plus vite. Et on a un petit rapport là que j'ai sous les yeux sur l'intelligence artificielle et on travaille autour des cas d'usage parce que nos métiers, c'est pas de faire de la pub pour les fabricants. C'est pas de dauber sur la technologie qui serait adaptée ou pas adaptée, parce qu'on voit qu'il y a un florilège de technologies. Toute l'idée, c'est de dire en fonction de tel cas d'usage, telle situation, c'est tel outil qu'il faut utiliser et donc telle technologie. Moi, j'ai coutume de dire que la pioche que j'utilise pour faire mon jardin et mon potager, elle est plus efficace que moi avec mes petites mains. Mais en revanche, c'est sûr que pour faire le sorbet pour mes petits-enfants, ça ne va pas être idéal. Je vais utiliser autre chose. Et donc, ce qu'il faut dans le business, c'est prendre cette même habitude. J'ai un problème, je vais choisir la technologie ad hoc pour ça. On a 13 cas d'usage là. Et sur les 13 cas d'usage, c'est à peu près 50-50 entre ceux qui sont déjà actifs, c'est-à-dire la production automatique de compte rendu de réunion, par exemple, jusqu'à des trucs plus prospectifs sur l'interrogation du système de planification, l'amélioration de la qualité des données, parce que ces modèles-là sont très utiles aussi pour identifier ce qui ne va pas, ce qui est différent. Ce qui, effectivement, dans le modèle de prédiction, on devrait trouver ça, mais on ne trouve pas ça. Alors pourquoi? Et donc, ça permet de faire sortir des alertes et ça permet effectivement de mieux travailler. Et voilà, il y a des solutions qui existent aussi pour nous aider à mieux maîtriser les supply chains. Et en particulier, je pense que ces niveaux d'écoute de supply chain vastes et étendus, qui sont capables de traiter de la donnée non structurée. Donc, ça veut dire d'écouter les réseaux sociaux, ça veut dire de lire la presse locale, voire très locale, qui peuvent identifier, il y a un problème de tension sociale à tel endroit et ça peut affecter tel fournisseur. Il est de rang P plus Q dans la chaîne. Je vais essayer de prévenir les rangs supérieurs que peut-être qu'ils vont avoir des problèmes pour être livrés. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour diversifier leurs approvisionnements? Et la révolution, elle est de nature avec GenAI. Bon, c'est déjà ce que ça fait en soi, mais il y a quelque chose d'assez incroyable. C'est l'accessibilité, c'est la vitesse à laquelle on peut faire les choses. Et ce qui milite vers des méthodes essais-erreurs quand même, ce qu'on ne préconise pas toujours. Parce que si vous faites des prêts avec du machine learning, ce n'est pas le truc que vous allez faire en une semaine. Donc il faut quand même s'y prendre pour ne pas dépenser de l'argent pour rien. Si vous faites des cas d'usage relativement simples avec GenAI, vous pouvez faire ça vraiment très vite et ça marche ou ça ne marche pas. C'est ça qui est vraiment impressionnant, surtout. Et donc la bonne démarche, c'est effectivement de réfléchir à des cas d'usage, mais très vite d'essayer. Parce qu'en plus, c'est extrêmement difficile de savoir à l'avance si quelque chose va très bien marcher ou pas bien marcher. Ça, vous ne pouvez pas vraiment le prévoir. Par contre, voilà, avoir les idées, de se dire, tiens, il y a ces données-là, on ne les exploite pas, on pourrait en faire ça et ça, essayons. Et ça va très vite d'essayer quand même. Donc, moi, si j'ai un conseil, c'est celui-là. C'est quelque chose étonnamment, ça coûte rien et on dit rarement ça en supply chain, rarement, et de manière générale. Ça ne coûte pas grand-chose d'essayer. Oui, et puis alors de se définir les critères de réussite à l'avance et de généralisation, de façon à se dire, voilà, je peux arrêter assez vite parce que je ne suis pas dans les clous et je ne vais pas y être. Alors, parce que si j'y suis, je peux généraliser assez rapidement. Ce qu'on voit aussi quand même, c'est que un des problèmes ou une des limitations, c'est nous. C'est les utilisateurs, en fait. C'est l'homme qui est derrière. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des cas dans des entreprises qui sont extrêmement poussés, même de machine learning, où en fait ils arrivent à améliorer la qualité des prévisions de façon considérable.
Et pourtant, on se dit, bah alors pourquoi c'est pas généralisé? Ah oui, mais c'est lentement. C'est-à-dire, je te montre ce que fait mon outil, on le fait ensemble pour caler le modèle, pour améliorer tel ou tel truc, et puis ensuite, en bon lead manager, quelque part, on va dire, bah maintenant, c'est toi qui fais. Donc, je fais, nous faisons, tu fais. Et c'est que lorsque la personne dit, ah ben oui, effectivement, avec cet outil-là, maintenant c'est le mien et j'arrive à faire mieux qu'avant, bah, qu'on peut passer à l'équipe d'après. Oui, et j'écrase pas manuellement les résultats parce que je leur fais pas confiance, effectivement. Exact. Bon, je crois qu'on a essayé de tenir le timing. Exceptionnellement, il n'y aura pas de questions. Vous pourrez poser des questions à nos deux super intervenants par la suite. Donc, bon, on a bien compris qu'il y a un certain nombre de pistes à explorer, que ça coûte pas grand-chose d'essayer sur certains cas. J'ai dit ça pour l'IA, attention. Pour l'IA, voilà. Et puis, je fais, tu fais, vous. Maintenant, c'est à vous de faire. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à vous deux.